J'ai choisi volontairement sur les conseils d'un insoumis d'Ifferdange comme premier meeting pour les législatives parce que trop souvent on accorde une importance capitale au capital et on oublie trop le reste et notamment les territoires désindustrialisés mais aussi les campagnes. Et comme je viens à l'origine d'une petite campagne française au fin fond de la Bourgogne, je trouvais que c'était symboliquement très important. Donc comme on est suffisamment peu nombreux ce soir pour laisser une grande importance aux échanges avec vous, ma parole n'est pas parfaite et je n'ai pas la science infuse et parfois la remontée de vos expériences peuvent m'aider dans cette campagne qui commence. Donc effectivement, comme l'a dit David, j'aime pas mal cette expression de troisième tour parce qu'on voit bien dans cette élection qu'il y a eu plusieurs Frances à ce second tour qui se sont exprimées et que la France insoumise y était encore très très présente. Alors évidemment, la bonne nouvelle de ce second tour, il ne faut pas toujours pleurer, c'est que Le Pen est out. Elle est out, mais au-delà de ça, moi je crois qu'on arrive à une étape où ça va être enfin la fin de la surmédiatisation du Front National, où maintenant la ligne Florian Philippot, qui est à bien des égards probablement la plus dangereuse, va être relativement écartée. Et en plus, les résultats de ce second tour nous donnent raison, contrairement à ceux qui hurlaient avec les loups, dans cet amalgame qui a été voulu entre le Front National et la France Insoumise systématiquement. Et qu'est-ce qu'on voit au second tour? C'est l'électorat de M. Fillon, plus d'un tiers de M. Fillon, qui s'est déplacé pour donner les 12 points supplémentaires à Mme Le Pen. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Parce que chez nous, la bataille contre le Front National, c'est un ADN politique de longue date. Et je pense notamment, si les médias aujourd'hui peuvent, mais ne le font presque pas, caractériser Madame Marine Le Pen comme une fasciste, c'est bien parce que nous avons mené cette bataille. Et du coup, je voulais remercier aussi à Gilles d'être là ce soir, qui à Hayange, dans une des municipalités Front National, mène cette bataille. Et franchement, bravo quoi. Si les médias passaient le quart du temps que fait Gilles à exprimer quels sont les impacts concrets, les décisions politiques du Front National dans les municipalités qu'ils détiennent, on n'en serait probablement pas là aujourd'hui. Maintenant, après, sur la question de Macron. Alors, vous savez bien que chez nous, les Insoumis, certains ont utilisé le bulletin de vote Macron pour faire barrage au Front National. D'autres ont préféré le choix de l'abstention, ou d'autres encore le bulletin de vote blanc. Par exemple, on a eu beaucoup de bulletins dépouillés avec un petit billet Jean-Luc Mélenchon dedans. Voilà, donc on était encore là, ce qui fait dire que finalement, il y avait comme une troisième voix qui s'est exprimée dans ce second tour. On était bien représentés, parce que nous, on sait que finalement, M. Macron, il a peut-être un petit minois bien frais, bien nouveau, mais en réalité, ce qu'il propose, c'est les mêmes vieilles recettes à l'ancienne, qui prend diverses formes à travers l'Europe. Je pense notamment à l'Allemagne qui fait ça par la grosse coalition permanente. Bon voilà, nous on a un nouveau visage qui a fusionné cette politique qui d'ailleurs a fait alimenter grandement le Front National dans toutes ces années. Je pense notamment, moi j'étais trop jeune de très peu à l'époque pour voter, mais en 2002, pourquoi le Front National a encore augmenté par rapport à 2002 voilà, Jacques Chirac s'est assis sur une légitimité qu'il a considérée comme un vote d'adhésion. Et aujourd'hui, on est un peu dans une situation similaire avec finalement à peu près la moitié des gens qui ont voté pour Macron, qui l'ont fait pas par adhésion à son programme politique, mais bien par rejet de Madame Le Pen. Et ça, il faudra très concrètement qu'ils l'entendent. Et c'est bien ce qu'on entend démontrer aux législatives. Et la France insoumise peut répondre à plein d'urgences, mais aussi pour combattre le programme qui va être celui de M. Macron. Je pense notamment à ces annonces qui ont été faites très tôt de gouverner par décret, c'est-à-dire il n'y aura pas de débat à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de vote, et notamment sur un aspect qui est quand même très sensible, on l'a vu cette dernière année avec la loi El Khomri, c'est-à-dire pousser encore plus loin la précarisation, l'ubérisation de la société,
et des travailleurs, donc une fragilité, une paupérisation encore énorme dans un pays qui a déjà 9 millions de pauvres. Donc, nous, on sait bien que ces vieilles recettes, elles favorisent une situation catastrophique pour le pays, mais on sera là, à l'Assemblée nationale, pour s'y opposer, et notamment aussi pour défendre un projet qui nous est cher et qui était la grande absente de ce deuxième tour, la question écologique, la question environnementale, celle que nous appelons la planification écologique, parce qu'elle transcende, elle traverse tous les aspects de notre programme. On pourra y revenir plus tard si vous voulez. Encore une fois, je n'ai pas envie d'être trop longue. Je voulais surtout aussi booster le moral dans cette législative qui vient, vous donner quelques éléments sur la circonscription au Benelux. Déjà, sur l'ensemble des circonscriptions, si nous faisons le même score que Jean-Luc Mélenchon, nous sommes au second tour dans plus de 200 circonscriptions, sur 577. Donc imaginez ce qu'on peut faire avec un groupe d'élus aussi nombreux. Donc, pour les Français de l'étranger, attention, il y a une particularité, c'est que nous, c'est le 4 juin, le premier tour, une semaine avant le reste du pays, et donc pendant que tous les médias vont répéter 11 et 18 juin, nous, chez nous au Benelux et ailleurs, il faudra vraiment, autour de vous, chez vos proches, nous on a fait beaucoup de marchés, donc moi je vis à Bruxelles, on a fait beaucoup de marchés, c'était assez surprenant de savoir que, une grande partie des Français ne savaient pas qu'il y avait des législatives pour les Français de l'étranger. C'est quelque chose qui existe seulement depuis 2012, donc c'est encore assez récent à faire entrer dans les esprits. Mais qu'en plus, pour rendre la chose encore plus compliquée, c'était même pas le même premier tour qu'au niveau de la France, mais une semaine avant. Donc, au Benelux aussi, nous, on fait partie de ces circonscriptions qui ont une chance d'être au second tour. C'est vrai que chez les Français de l'étranger, le taux de participation aux législatives est particulièrement faible, il tourne autour de 26% en moyenne. Mais tout va se jouer du coup à la mobilisation de nos camps. Si sur les quelques 180 000 inscrits sur la circonscription Benelux, on en mobilise moins de 5 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moins de 5 000 votes insoumis, ça peut nous qualifier déjà pour un second tour. Donc c'est vraiment vous dire que tout est possible. Je sais que le député sortant de notre circonscription, qui s'appelle M. Philippe Cordery, du Parti socialiste, a annoncé très tôt dans la campagne, en amont du premier tour, qu'il soutenait M. Macron. Aujourd'hui, on ne sait pas encore s'il sera investi par En Marche ou s'il restera au Parti socialiste. Mais finalement, quel que soit le cas de figure, M. Cordery ou En Marche représente bien cette dynamique de précarisation. D'ailleurs, l'élu sortant a voté absolument toutes les lois du gouvernement auxquelles nous nous sommes opposés, loi Macron, loi El Khomri, CICE, tout ce que vous voulez, même jusqu'à la déchéance de nationalité où il s'est courageusement abstenu. Donc voilà, pour vous dresser un peu le tableau d'un élu sortant du Parti socialiste local, c'est pas très brillant. Je pense qu'après, il y a un autre enjeu. Si je pouvais donner 3 grandes lignes qui peuvent, que je pense que pour nous, important de mettre en avant dans cette campagne au Benelux, déjà quelque chose auquel je suis très attachée, des élus irréprochables, ce que Jean-Luc Mélenchon appelle le retour de la vertu dans le monde politique. On l'a vu avec toutes les affaires de Fillon et d'autres aussi, même autour d'un des directeurs de campagne de M. Macron, en plein conflit d'intérêts avec les laboratoires Jacques Servier. C'est une vraie question aujourd'hui et le Parlement, l'Assemblée nationale doit être vraiment préservée de ces conflits d'intérêts et des lobbies. Alors oui, tous les lobbies ne sont pas mauvais en soi, hein, j'entends, et d'ailleurs il y a des lobbies, je travaille au Parlement européen et je le vois tous les jours, dans la classification lobby, on fait aussi rentrer des ONG ou des acteurs de la société civile qui apportent un appui et une expertise qui est très intéressante, mais il faut que tout cela soit très encadré. Il y a des tentatives qui ont été menées à l'Assemblée nationale récemment, mais un des engagements que je porterai sur cette question-là, c'est d'aller beaucoup plus loin et de dire que toute consultation d'un lobby doit se faire dans le cadre soit d'une consultation, d'une audition organisée, donc on a un rendez-vous, telle commission parlementaire ou tel député a rendez-vous avec tel lobby et il y a un verbatim, un compte-rendu de cette rencontre. Je crois qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'est un des premiers éléments où on se voile véritablement la face sur l'impact des lobbies sur les politiques publiques actuelles.
Après, vous le savez, il y a tout un tas de questions qu'on détaille dans l'Avenir en commun. D'ailleurs, ceux qui l'ont peut-être pas encore acheté, je vous le recommande. On en a plein d'exemplaires là. Et il reste, je fais un petit point rapide, il reste encore valable. Parce que par exemple, si on a insisté pendant toute cette campagne sur la 6e République, le projet, il n'est pas abandonné avec les législatives du simple fait qu'on ne soit pas élu à la présidence de la République. La 6e République, aujourd'hui, selon même les articles de la Constitution de la 5e, on peut, en réunissant 185 parlementaires et 10% du corps électoral, lancer une pétition pour une 6e. C'est possible, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les outils juridiques qu'on a, ça ce sera le rôle des élus insoumis, de faire, dès que possible, utiliser tous les axes législatifs possibles pour faire appliquer un maximum de ces propositions dans ce programme. Il en va de même pour le droit de révoquer les élus, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil pétitionnaire, les citoyens puissent formuler quelque chose qui sera du domaine d'une proposition de loi par la suite. Voilà, ça c'est des aspects auxquels on est très attaché et on continuera de mener cette bataille au sein de l'Assemblée nationale. Ensuite, je sais probablement que en tant que Français de l'étranger, vous avez eu probablement tous des difficultés d'ordre divers, que ce soit pour les accès aux services consulaires ou que ce soit les établissements français à l'étranger. Là, vraiment, j'ai quelques idées en tête, mais j'aimerais vraiment avoir vos retours là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'un des engagements des élus insoumis français de l'étranger, c'est qu'au niveau des services consulaires, il est primordial d'embaucher, de donner des moyens humains et techniques, ne serait-ce que pour revenir au niveau de 2007. Parce qu'en parallèle, le nombre de Français de l'étranger, il est exponentiel. Il y a de plus en plus. Et leur visage est de plus en plus différent. C'est plus simplement des expats diplomates ou ce genre de schéma. Ça peut être, notamment dans le cas de la Belgique, beaucoup d'étudiants qui viennent. Puis après, peut-être ils rencontrent quelqu'un, et puis ils restent. Et puis après, la retraite, il faut rapatrier tous leurs droits. Toutes ces questions-là, il faudrait beaucoup plus de personnel consulaire, et notamment pour développer les liens avec la France, pour que le retour en France soit beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Mais dans l'autre sens, c'est vrai aussi, des gens qui commencent leur carrière en France, puis qui finissent leur travail dans un autre pays, que ce soit le Luxembourg ou la Belgique, et ils auront des soucis aussi avec les questions de caisse de retraite. Il faut vraiment que les services consulaires aient les moyens humains, financiers, de travailler correctement. Et il y a des consulats en Belgique notamment qui ont fermé depuis 2007. C'est une réalité. Donc quelqu'un du fin fond de la Belgique aujourd'hui qui doit faire tout le voyage jusqu'à Bruxelles sur des horaires qui sont des horaires de travail. Donc concrètement, un travailleur aujourd'hui, il prend une demi-journée pour se rendre au consulat et par exemple faire une procuration ou toute autre démarche. D'ailleurs, les procurations, pensez-y autour de vous. Vous pouvez commencer dès maintenant à faire une procuration ou à demander autour de vous si les gens ont besoin d'une procuration pour voter le 4 juin. C'est assez simple, il suffit vraiment juste de se rendre avec les coordonnées de la personne qui va voter pour vous, ces données, et vous rendrez au consulat sans rendez-vous forcément. Et vous recevez un récépissé, c'est aussi simple que ça. Voilà, je voulais peut-être juste terminer par un dernier point qui est particulièrement dans le thème du jour. En tout cas au Luxembourg, la question de l'évasion fiscale, parce qu'on nous a vraiment beaucoup caricaturé sur le sujet, bon, plutôt dans les réseaux, la fachosphère, l'extrême droite, en utilisant les fichiers de mail résidents français, vous en avez peut-être reçu dans vos boîtes mail, qui nous attaquent sur notre proposition d'imposition universelle. Donc là-dessus, je voulais être très très clair, il faut déjà dire que ce n'est pas une double imposition, ce qu'on demande. C'est déjà de mieux recenser les Français à l'étranger et traquer, pour le coup vraiment traquer, les gros évadés fiscaux. Mais là, on parle vraiment le haut du panier, des vraiment voyous fiscaux. Pour le reste, très concrètement, de la même façon que ça existe aux États-Unis d'Amérique, donc qui n'est pas un pays foncièrement soviétique, je crois, il y a l'exit tax, ils appellent ça, et donc tout citoyen américain, quel que soit où qu'il se trouve dans le monde, remplit une fiche d'imposition, et donc si les revenus, l'imposition sur les revenus qu'il paye dans son pays est plus élevée que celle dans son pays d'origine, il déclare simplement 0.
l'État américain dit très bien, merci, au revoir, vous nous devez rien. Et c'est vraiment particulièrement le cas en Belgique où il y a une imposition assez importante, beaucoup plus importante qu'en France. Et pour le cas du Luxembourg, cette imposition tiendrait compte du coût de la vie. Donc on n'est encore pas dans un cas de figure où on ne fait pas la traque aux impôts des classes moyennes. Ce n'est pas du tout l'objet. Maintenant, il y a aussi la question de l'évasion fiscale des entreprises. Là, par contre, c'est véritablement un vrai sujet parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, pour la France, c'est un manque à gagner potentiel de 60 ou 80 milliards d'euros. Ça, c'est un manque à gagner pour les caisses de l'État énorme parce que ça équivaut carrément au déficit de l'État, en fait. Donc, rien qu'appliquer le droit européen qui existe aujourd'hui serait déjà un premier pas. C'est-à-dire qu'il y a une directive de l'OCDE qui s'appelle le BEPS, bon, c'est un petit peu technique, mais rien que recenser dans des registres les flux financiers, déjà rien que faire ça serait un petit point qui nous permettrait d'engranger des recettes supplémentaires. Ensuite, il y a aussi un autre élément, mais vous le savez, et là on va avoir une grosse bataille avec M. Macron, mais le contrôle fiscal, la DGFiP, comme ils appellent ça au ministère, elle a subi, je crois, entre 2010 et aujourd'hui, moins 3000 jobs. C'est-à-dire qu'on ne se donne même plus les moyens de renflouer les caisses de l'État. Bon, tout ça est un peu technique, mais je voulais lancer des pistes comme ça et voir comment vous les ressentiez ce soir. Et laisser surtout la parole. Volontairement, j'ai évidemment pas parlé de tout, mais je prends vos questions, vos commentaires, vos remarques.